Je vais commencer par vous situer le domaine des télécommunications par satellite dans l'ensemble des marchés spatiaux et télécommunications. Donc, par rapport au marché spatial dans son ensemble et les dépenses publiques de ce domaine, les télécommunications par satellite représentent aujourd'hui 10% des dépenses publiques. C'est relativement peu. Pourquoi? Parce que c'est un secteur qui a été le premier secteur du domaine spatial et qui est aujourd'hui arrivé à maturité et donc qui est sur une dynamique essentiellement par des acteurs privés, la puissance publique intervenant essentiellement au niveau des supports R&D et via aussi des commandes de capacité qui peuvent aider les opérateurs à rentabiliser leur marché sur des clients privés. Ce support public existe partout dans le monde, y compris aux USA, sur ces systèmes-là. Le système des télécommunications par satellite représente 68% en projection sur la décennie à venir des systèmes commerciaux dans le domaine spatial. Donc ça reste le domaine majoritaire, même si l'observation de la Terre est en train de monter très très fort. Les télécommunications par satellite, ça reste et ça va rester dans la décennie à venir le marché le plus mature pour l'espace commercial. On visualise cette prédominance du secteur des télécommunications par satellite par rapport aux autres secteurs de l'espace commercial sur ce graphique. Donc vous avez dans la chaîne de la valeur les constructions de satellites, les lancements de satellites, l'exploitation des satellites et tout ce qui sont les services sur ces infrastructures-là. On voit que quel que soit le domaine des SATCOM domine les deux autres secteurs. La navigation a un gros chiffre sur les services par satellite parce que c'est lié aux puces GNSS que nous avons tous dans nos smartphones, donc ça fait effectivement un volume énorme au niveau mondial. Et si on enlève ça, le secteur est bien moins développé qu'en télécommunication. Faisons un zoom maintenant sur cette chaîne commerciale des SATCOM. Donc au niveau de la construction des satellites, il y a quelques acteurs dans le monde. Nous avons fait un zoom là sur les acteurs français. Il y a 2 acteurs français leaders sur la construction des satellites dans le monde et qui notamment font plus de 50% du marché commercial librement accessible à la concurrence, qui sont Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space. Dans le domaine des lancements, nous avons aussi un leader mondial que tout le monde connaît, qui est Ariane Espace. Dans le domaine d'exploitation des satellites de télécommunications, nous sommes que dans le domaine des télécoms là, vous avez 3 opérateurs mondiaux qui font plus de la moitié du marché, que sont Intelsat, SES et Eutelsat est français, et le 3e donc opérateur mondial en télécommunications par satellite. Dans le marché des services, il y a des acteurs français bien sûr, mais on est en relatif moins bien positionné. C'est un secteur que nous aimerions soutenir, d'où des cours comme celui-ci pour promouvoir l'usage des télécommunications par satellite. Si on regarde les SATCOM dans leur propre domaine, qui sont les télécommunications, donc tout ce qui est accès fibre ADSL, voix mobiles, les liaisons transcontinentales, tous les échanges de voix et de données dans les deux sens, les SATCOM, c'est 1% du marché global des télécommunications. Donc c'est vraiment un marché de niche qui se porte bien, qui a son utilité, il n'y a pas de souci. Si on regarde au niveau des services audiovisuels, donc la télévision, là la part du satellite est bien plus importante dans les pays développés, mais surtout dans les pays en voie de développement, et représente à peu près 30% du marché mondial de la télévision, ce qui fait que quand on somme les télécoms et la télé, le satellite est autour de 10% du marché mondial total des services télévisuels et de télécommunications. Juste un tout petit peu de technologie pour vous montrer à quoi ressemble un satellite de télécommunication. Donc, il s'agit du satellite EE172B de l'opérateur Eutelsat, fabriqué par l'acteur français dont nous avons parlé précédemment, qui est Airbus Defence and Space. Il s'agit du premier satellite à propulsion électrique français qui a été lancé en juin 2017. La propulsion électrique, elle permet d'alléger le système de propulsion du satellite moyennant une mise à poste plus longue et donc d'augmenter la partie utile qui assure la mission de télécommunication. Donc le panneau solaire qui sont une caractéristique globale de tous les satellites, la caractéristique principale d'un satellite de communication qui est visible, ce sont toute la série d'antennes que vous pouvez voir sur la photo et qui vont assurer la transmission d'un point A à un point B sur Terre, qui est la mission de communication qu'on lui demande d'assurer. Combien y a-t-il de satellites en orbite télécommunication actuellement? Il y a environ 250 satellites géostationnaires actifs avec, vous voyez, la notion de position orbitale des opérateurs qui ont en général plusieurs satellites sur les positions orbitales qui leur sont attribuées. Et à ces satellites géostationnaires
s'ajoutent tous les satellites défilant sur des orbites plus basses, LEO et MEO. Il y en a environ 200 aujourd'hui et c'est un chiffre qui va exploser dans les années à venir, qui a commencé à exploser déjà avec les lancements des nouvelles constellations qui font l'actualité aujourd'hui. Les grands types de services assurés par les satellites sont la diffusion, la collecte et les communications bidirectionnelles que nous allons passer en revue. Pour commencer par la diffusion, qui est la mission première des premiers satellites, ça consiste avec un satellite à envoyer un signal très largement vers la Terre qui va être commun à tout le monde. Et l'usage principal que nous connaissons tous, c'est évidemment la diffusion de la télévision, chacun recevant les mêmes chaînes à l'échelle d'un continent par exemple. Dans ce type d'architecture satellitaire, on peut avoir d'autres usages que la télévision qui sont sur le même principe de diffuser à tous la même information. Donc par exemple la diffusion de cours, la diffusion de bases de données, la diffusion par exemple dans les magasins de la musique et de la base de données de prix. Le point fort de ce système-là, c'est que quand vous payez une diffusion, vous pouvez recevoir un nombre incalculable de points. Ça ne coûte pas plus cher si ce n'est la parabole qu'il faut déployer localement. Donc c'est un système extrêmement efficace en termes de coût pour avoir la même information à un nombre très élevé d'utilisateurs. Le service inverse au précédent, qui est la collecte, qui consiste à connecter un grand nombre d'informations d'un grand nombre d'objets répartis partout dans la couverture du satellite et ramener cette information à un centre d'analyse qui va redistribuer l'information aux usagers qui en ont besoin. Donc ça, c'est des systèmes tels que Argos aujourd'hui et qui sont quelque part les précurseurs de l'Internet des objets qui se développe énormément actuellement. Les deux services précédents étaient monodirectionnels, diffusion du satellite vers la Terre et collecte des objets vers le satellite. Le gros des usages aujourd'hui, c'est du bidirectionnel, c'est-à-dire c'est un échange dans les deux sens entre deux points sur Terre. Le reste du cours va se concentrer sur ces services-là, qui sont les services principaux et qui sont ceux sur lesquels les usages sont les plus importants. On trouve dans ces services tout un tas de déclinaisons, tout ce qui est accès Internet en maritime, en aéronautique, tout ce qui est accès Internet haut débit sur Terre, l'entreprise avec des liaisons plutôt massives de point à point entre deux sites de l'entreprise, les communications militaires bien sûr, et tout ce qui est trunking et backhauling qui sont les connexions pour les opérateurs de télécom à très haut débit pour aller desservir un service plus loin, transcontinental, ou pour aller par exemple connecter une station de base de téléphonie mobile. En termes de marché, on a vu que les communications par satellite sont une niche par rapport aux communications terrestres globales. Pour autant, ils viennent complètement s'interfacer et s'interconnecter avec les solutions terrestres. Les solutions terrestres, pour nous, c'est tout ce qui n'est pas satellitaire. Donc l'Ethernet, le cuivre, le câble, la fibre optique ou les technologies hertziennes comme la TNT, le Bluetooth, le Wi-Fi, 4G, l'UHF, le VHF. Donc cet entrelacement, par exemple, on peut le voir si quelqu'un a un accès Internet par satellite, sur la partie chez lui, en général, son PC va le connecter en Wi-Fi, qui est une technologie terrestre, et à l'autre bout, il va être connecté au reste du monde par son opérateur satellitaire. Il va retomber sur les réseaux terrestres, cœur de réseau en fibre, jusqu'à un autre abonné qui peut être, par exemple, en ADSL. Donc il y a une interconnexion totale entre les connexions satellitaires et les connexions terrestres, qui sont à la fois concurrentes du satellite et complémentaires selon les cas. Ce qui est important pour nous, c'est où le satellite devient complémentaire des solutions terrestres. Donc les principaux cas d'usage où le satellite a toute sa force, c'est souvent les rôles de pionnier, c'est-à-dire là où les communications terrestres ne sont pas encore déployées. Typiquement, ça a été le pionnier dans les liaisons transcontinentales qui passaient par satellite, qui maintenant sont en câble sous-marin, mais qui au départ étaient en satellite. Un rôle de sauveur, quand il n'y a plus rien, c'est-à-dire que les infrastructures terrestres, elles existaient, mais elles sont détruites, hors d'usage, donc c'est typiquement les catastrophes. Ou les saturations, c'est-à-dire il y a énormément d'usages à un endroit donné, et finalement la capacité terrestre ne suffit plus. C'est ce qu'on a appelé le roi des spectacles, c'est-à-dire ça va se concentrer sur là où il y a énormément d'abonnés. Et le roi des spectacles est figuré par un bateau aussi, puisque la complémentarité du satellite va se faire là où il n'y a pas de terrestre, donc en mer et en aéronautique sont les domaines privilégiés des connexions satellitaires aujourd'hui en fort développement. Et le quatrième domaine, c'est l'aménageur du territoire. Il y a déjà des communications terrestres, elles fonctionnent très bien, mais elles ne couvrent pas tout le territoire.
Et donc il y a une forte appétence, notamment des pays développés, pour avoir une connectivité partout et pour tous. Et c'est là où le satellite joue son rôle d'aménageur du territoire en dernière solution pour compléter une couverture à absolument 100%, une connexion pour tous. Pour toutes ces situations d'usage, deux grands principes qu'il est important d'avoir en tête. Le premier principe est la possibilité d'accès satellite direct ou en relais. Soit l'utilisateur est connecté au reste du monde directement par satellite, donc avec un terminal satellitaire et un abonnement satellitaire individuel. Soit la communication va passer par un point d'accès collectif connecté par satellite, tandis que l'utilisateur final, lui, utilise localement une technologie terrestre. Par exemple, un camion de pompiers va créer une bulle Wi-Fi ou VHF autour de lui, au sein de laquelle le pompier va pouvoir communiquer avec son terminal habituel, et être relié au reste du monde via la connexion satellitaire du camion. Le principe est le même pour les objets connectés, une seule station satellitaire en zone isolée pouvant relayer les données de tous les objets alentour. Par exemple, tous les capteurs connectés nécessaires à la surveillance d'un site minier. Même principe pour la téléphonie mobile, où une station de base peut être reliée par satellite pour aller desservir en 4G tout un village. Ou tout un avion, bien sûr, le principe étant le même. Dans tous les cas, on peut sécuriser ces connexions en mettant en place, par exemple, des VPN, des réseaux privés virtuels, qui vont assurer une communication privée et sécurisée de bout en bout, par exemple entre une entreprise et sa succursale en zone isolée. Deuxième grand principe à garder en tête au niveau des liaisons satellitaires, c'est qu'il faut une visibilité directe pour établir la communication. Donc avec un téléphone satellitaire, il faut être en extérieur. Et pour un accès Internet haut débit, la parabole doit être placée avec une vue dégagée vers le satellite, c'est-à-dire en pratique vers le sud en France métropolitaine. Ce principe est valable pour un accès fixe chez soi ou de la même façon pour une antenne sur un véhicule qui doit être stationné de façon à avoir le satellite en visibilité. Évidemment, l'utilisation d'une liaison Wi-Fi peut permettre de déporter l'antenne satellitaire ou de fournir l'accès indoor qui n'est pas possible directement. Après ce survol général, nous allons faire un zoom sur 3 types de solutions qu'il nous semble important de connaître plus en détail, en particulier pour les acteurs français. Le premier zoom que nous allons faire porte sur les satellites géostationnaires de très grande capacité, qui sont conçus pour permettre l'accès à Internet en haut et en très haut débit à des millions d'utilisateurs. Les satellites géostationnaires apparaissent fixes par rapport à la Terre, ce qui permet l'utilisation de terminaux simples, tout en offrant de très bonnes performances. Chacun de ces satellites couvre une zone géographique définie, typiquement à l'échelle de plusieurs pays. À titre d'illustration, vous pouvez voir en haut la couverture du satellite KASAT qui couvre l'Europe et un peu du Maghreb. Ces systèmes permettent tous les usages de l'Internet. Téléphonie, mail, navigation web, échange de photos, streaming vidéo, Skype, visioconférence, haute définition, etc. Les débits maximum à un utilisateur sont de l'ordre de 50 mégabits par seconde descendant, c'est-à-dire de l'Internet vers chez lui, et un débit montant de 10 mégabits par seconde, soit l'équivalent d'un très bon ADSL et même avec un débit montant bien meilleur. Et les systèmes qui arrivent sur le marché, comme le Satellite Connect, qui sera commercialisé sur l'Europe à partir de début 2021, offriront du 100 mégabits par seconde. On entrera alors dans la classe de performance non plus de l'ADSL, mais de la fibre avec ce type de système. Voici quelques cas d'usage en pratique. Premier cas, la connexion à Internet individuel pour un foyer ou une mini-entreprise. Une parabole, généralement installée sur le toit, mais qui peut aussi être posée à terre, va donner accès à tous les services de l'Internet comme on vient de le voir. La liaison à l'intérieur du local est généralement en Wi-Fi ou peut être en Ethernet ou CPL, exactement comme vous avez pour un accès à Internet ADSL ou fibre chez vous. Le service TV est particulièrement facilité puisque cette même parabole permet de recevoir l'ensemble des chaînes télévision en haute ou très haute définition et gratuitement pour les bouquets gratuits bien sûr et moyennant un abonnement pour les chaînes payantes. Voilà pour l'usage résidentiel. Un autre cas d'usage concerne le milieu professionnel pour accorder des lieux d'intervention isolés à Internet ou en liaison privée au reste de l'entreprise. Nous avons figuré ici des sites particulièrement isolés, mais il peut s'agir tout simplement de relier les différents sites d'une entreprise, par exemple dans les pays en voie de développement quand les raccordements terrestres n'existent pas. Troisième cas d'usage, c'est, comme on l'a déjà vu dans les grands principes, le raccordement des pylônes de la téléphonie mobile dans les lieux qui ne sont pas encore raccordés par la fibre. Le satellite peut également intervenir en secours sur des raccordements fibre rompus par des travaux ou une situation de catastrophe.
À noter que l'usage du satellite comme liaison redondante est croissant dans le milieu professionnel, l'absence de connectivité étant devenue tout simplement insupportable pour le fonctionnement quotidien. En ce qui concerne le terminal, il s'agit de terminaux paraboliques, comme je l'ai déjà mentionné. Donc, soit avec des positions fixes, un pointage manuel, si c'est installé une fois, ça suffit, et c'est des prix qui sont 400 €, 200 demain. Sur les systèmes qui arrivent, avec une installation qui demande un petit peu de temps, qui est extrêmement facilité. Les opérateurs ont fait des manuels et des bips sonores qui aident grandement au pointage. Autre solution, c'est des pointages automatiques. C'est en général les solutions choisies pour mettre sur des véhicules. Ça permet de déplacer le véhicule et que l'antenne se repointe toute seule quand le véhicule est garé dans un nouveau endroit. Évidemment, le prix n'est pas le même. On est plutôt autour de 10 000 € avec un pointage automatique en quelques minutes. Troisième type de solution, c'est des pointages permanents, c'est-à-dire que l'antenne va traquer en permanence le satellite parce que l'utilisateur, le mobile, en l'occurrence l'avion ici qui est figuré, va bouger. Et donc ce sont des antennes beaucoup plus sophistiquées et le prix c'est plutôt du 200 000 €. C'est des ordres de grandeur, hein. Donc ça va pour des gros mobiles comme des avions. Évidemment, sur un véhicule du SAMU, c'est un peu moins accessible. Donc ça permet des communications pendant que le mobile est en mouvement. Dans tous les cas, le coût des communications, lui, est identique et très accessible. On est à des ordres de grandeur de la DSL, donc du 30-40 € par mois en France, pour un accès Internet bon débit jusqu'à 20 mégabits par seconde avec un quota de données illimité. Donc vraiment comparable à la DSL, sauf que c'est accessible en tout lieu. En résumé, sur ces solutions géostationnaires très haut débit, les atouts, c'est du haut, du très haut débit, à un coût du marché, notamment en usage fixe où le terminal est pas cher. La contrainte, c'est l'encombrement du terminal, c'est une parabole. Et évidemment, dès qu'on passe en mobile, le coût du terminal devient beaucoup plus important, comme on l'a vu. Le service est limité à la zone de couverture, c'est-à-dire que si c'est pour être sur un autre continent, il faut changer d'abonnement et en général, il faut changer de terminal parce qu'on change d'opérateur et les technos ne sont pas toutes les mêmes. Donc c'est vraiment les rois des communications fixes et nomades avec des prix de communication au coût du marché. La deuxième catégorie de solutions que nous avons choisi de vous présenter, ce sont les solutions universelles au sens couverture mondiale et légère. Ça va permettre de l'accès bas à moyen débit, de la téléphonie, des petits messages, jusqu'à de la vidéo basique pour les systèmes les plus capacitifs, avec l'avantage d'avoir un terminal portable. On n'est plus dans une parabole, on est dans un terminal qui peut se tenir à la main. Ce sont des systèmes à couverture mondiale, donc avec le même terminal, le même abonnement, vous avez un accès téléphonie, internet partout dans le monde, soit via des systèmes géostationnaires, par exemple Inmarsat, Thuraya, les opérateurs qui offrent ce type d'architecture, ou des architectures en constellation comme Globalstar et Iridium, qui sont des constellations de première génération, hein, pas celles qui font le buzz aujourd'hui, mais des constellations qui permettent des accès bas débit. Quels sont les types d'usages sur ce type de système? Donc c'est des solutions qui sont universelles, qui permettent des accès n'importe où. Donc c'est plutôt des situations plus particulières, soit d'urgence, comme illustré là, le secours en montagne avec un terminal qui est de la taille d'un téléphone, hein, qui est tout petit, qui va permettre de la téléphonie et des petits messages, ou des solutions un peu plus capacitives en géostationnaire et qui peuvent permettre des systèmes pour les journalistes par exemple de reportage ou des expéditions avec des envois de photos, des captations vidéo. On va jusqu'à de la vidéo moyenne définition avec des terminaux qui sont un peu plus gros, hein, qui ressemblent à des PC. Nous avons illustré sur le graphique les différents types de terminaux qui offrent des débits et des services rendus croissants en fonction de l'encombrement et du coût du terminal. Donc on retrouve en entrée de gamme les terminaux de type téléphone, soit téléphone satellitaire dédié, soit c'est une coque satellitaire qui vient au-dessus d'un smartphone standard, vers des terminaux qui offrent des fonctionnalités complémentaires comme les routeurs Wi-Fi, jusqu'aux terminaux vidéo qu'on a vu sur l'illustration précédente. Et le dernier terminal, c'est la dernière génération Iridium qui permet des débits jusqu'à 700 kilobits, donc ça commence à être de la vidéo de très bonne qualité pour un coût de terminal qui lui commence à atteindre quelques milliers d'euros. Donc c'est des terminaux qui restent à des prix raisonnables pour des accès en mobilité par rapport aux 200 000 € de l'antenne avion qu'on a vu sur les systèmes précédents. Par contre, les coûts de communication sont bien plus importants.
Donc là, c'est des exemples. Chaque opérateur a des formules différentes. Il faut regarder en fonction des usages précis qu'est-ce qui est faisable parce qu'il y a des optimisations à faire. Mais des ordres de grandeur de prix, c'est plusieurs dizaines de centimes d'euros la minute de téléphonie, c'est quelques euros de la minute du transfert de fichiers. Et si on veut un débit garanti en visioconférence pour faire de la qualité vidéo garantie basse résolution ou moyenne résolution, par exemple, ça peut être du 30 euros la minute. Tout ça, c'est des exemples, mais ça donne des ordres de grandeur. En résumé, sur cette deuxième catégorie de solutions, on voit que les avantages ne sont pas du tout les mêmes que pour le Zoom 1. Donc l'avantage, c'est l'usage en mobilité, c'est l'usage partout avec une couverture mondiale, avec le même abonnement, le même terminal, des terminaux plutôt de faible encombrement, même si on n'est pas dans la taille des smartphones terrestres, ça reste tout à fait raisonnable, portable, avec l'inconvénient de coûts de communication qui sont conséquentes. Et donc, c'est adapté pour des forts besoins de communication en usage plutôt ponctuel. Troisième zoom, les services de collecte d'Internet des objets bas débit. Donc, il s'agit d'accès bas, très bas débit même, quelques octets, quelques kilobits par seconde, et optimisé pour avoir des terminaux bas coût, basse consommation, très peu encombrants. Ces services sont portés par les mêmes systèmes que ceux qu'on a vus dans le Zoom 2 qui permettent des accès bas moyen débit à Internet et qui offrent en complément des services de messagerie dont on parle ici, plus des systèmes satellitaires optimisés spécifiquement pour ces petits messages-là, que sont par exemple les systèmes Argos ou Orbcomm. Les cas d'usage de ces systèmes satellitaires reprennent ce qu'on a vu dans les généralités, donc c'est là où il n'y a pas de couverture terrestre. Ça a été les premiers déployés, là aussi il y a eu des systèmes IoT par satellite avant qu'il y ait des systèmes IoT terrestres. Ça s'utilise là où il n'y a pas de couverture, en complément de couverture, en mobilité. Par exemple, il y avait dans le film l'illustration sur les transports transfrontaliers, puisque en terrestre, il y a des systèmes qui sont plus nationaux. Là, c'est des systèmes à couverture mondiale. L'architecture est la même que pour les systèmes terrestres, c'est-à-dire que l'information, l'objet va communiquer un certain nombre d'informations qui va être remontée par satellite sur un serveur. Et puis ensuite, ce serveur soit fournit déjà des analyses et des remontées de données à valeur ajoutée, soit l'utilisateur final va venir récupérer ces données sur le serveur et en faire l'exploitation qu'il veut lui-même. Donc l'architecture globale est exactement la même que l'Internet des objets terrestres aujourd'hui. Vous voyez ici à quoi peuvent ressembler les terminaux pour des petits messages sur ce type de système. Donc avec un exemple de terminal Iridium pour le système commercial qui est ouvert à tous et des exemples de terminaux sur Argos qui est un système qui est réservé à des usages scientifiques et gouvernementaux. Les abonnements et les prix des terminaux sont extrêmement variables d'une solution à l'autre, d'un système à l'autre, d'un abonnement à l'autre. Donc il faut regarder à chaque fois en fonction du besoin quelle est la solution optimale en termes de performance et en termes de coût. Donc juste comme un exemple, sur Iridium, il existe des abonnements à 300 € par an permettant de transmettre une donnée, par exemple une position ou une température, toutes les 10 minutes. Ça, c'est à comparer avec des systèmes IoT terrestres qui se sont grandement développés depuis et qui sont à quelques euros pour la même chose par an. Donc on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur, mais le satellite, il couvre partout. Ces systèmes de première génération sont actuellement en remplacement par des systèmes de deuxième génération satellitaire qui vont énormément augmenter les performances, baisser les consommations des terminaux et diminuer les prix. Difficile de dire où on en sera. Il y a 50 projets en cours, certains vont arriver au bout, d'autres non. Et à quel prix les services vont être commercialisés tant que ce n'est pas le cas, mais clairement, on va gagner 1 à 2 ordres de grandeur par rapport au coût des systèmes de première génération. Juste, on voulait pointer 2 de ces projets qui sont français, qui sont Kineis et Hello. La connectivité qui a été présentée là, c'est la connectivité directe de l'objet par satellite. On peut revenir sur le concept général qui a été présenté dans l'introduction, sur aussi une solution de connectivité par un relais. C'est-à-dire qu'au lieu que l'objet soit connecté directement par satellite, il va avoir utilisé une technologie de connectivité terrestre vers un concentrateur, et c'est le concentrateur qui lui va être relayé par satellite pour sortir de la zone isolée vers le reste du monde. Donc c'est des architectures en relais particulièrement pertinentes pour l'Internet des objets aujourd'hui, si on veut des objets très basse consommation.
en attendant les générations suivantes d'IoT par satellite qui sont en train d'émerger et qui, eux, vont gagner en ordre de grandeur en consommation. En résumé, sur ces solutions d'Internet des objets, l'atout du satellite, c'est le complément de couverture, la couverture universelle par rapport aux solutions terrestres. C'est plutôt des solutions de première génération, donc avec plus capacitif que les solutions terrestres qui ont émergé récemment. Par contre, des communications qui sont d'un ordre de grandeur ou deux au-dessus des communications terrestres aujourd'hui et avec des coûts des terminaux, c'est pareil, qui ne descendent pas très très bas comme peuvent le faire les solutions terrestres. Ça n'empêche que ça offre une connectivité partout mondiale, notamment par exemple maritime ou transcontinentale, que ne peuvent pas offrir les solutions terrestres. C'est des solutions en pleine évolution et les générations qui arrivent vont beaucoup changer de choses, à voir celles qui vont réellement émerger et les coûts de commercialisation qui vont être affichés.